Appropriation culturelle. Hey! Appropriation culturelle, le podcast pour la première fois en Facebook Live, non, en Twitch Live. Twitch Live, buddy. Salut Pierre-Marc. Salut Mathieu, ça va bien? Ouais, ça fait bizarre de ne pas t'avoir à côté de moi. C'est un peu troublant. Ouais, de tout ça, quand je sens pas ton odeur, je suis un peu perdu. C'est ça, là, t'es en bas de moi, là, c'est weird. Ah. Salut Benoît. Salut. Tout fonctionne bien, Benoît? Je sais pas, on va voir. Ça record, en tout cas, j'ai vu que ça record. Ah ouais, moi, Et donc, merci à tout le monde qui sont là. N'hésitez pas à partager si vous êtes en live sur Twitch ou le lien sur Facebook pour qu'il y ait d'autres gens qui nous rejoignent tranquillement, pas vite. Sinon, c'est ceux qui nous écoutent en différé aussi sur nos plateformes habituelles ou sur YouTube. Allô? Ça va tout le monde? Je vais présenter tout de suite. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui? Oui, numéro 1. OK, parfait. Je vais présenter ça notre invité parce que, dans le fond, c'est le premier invité officiel du podcast qu'on a reçu il y a quasiment un an. C'est pas tout à fait un an. On l'avait reçu, évidemment, puis on était bien content de commencer avec lui. Puis on s'était dit que ce serait cool éventuellement de refaire un petit retour sur tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Rodrigue Turgeon, là, messieurs. Salut. Yeah! Ça va bien? Yes. Hey, c'est un véritable honneur d'être ici. On sait, là, en ce moment, là, on est chacun de notre côté de la barricade. Là, en ce moment, je ne suis même pas en Abitibi. Je ne sais pas quand je vais pouvoir revenir pour des raisons qu'on connaît, mais c'est un vrai privilège d'être avec vous autres ce soir. Puis je tiens à saluer tout le monde à la maison. Yes. C'est pour moi comme si j'étais avec vous physiquement en Abitibi à soir. Ouais. C'est ça qui est cool, c'est que ça permet de se rapprocher même si on est super éloigné. Ça permet de justement là, la petite anxiété que ça crée, au moins on peut se créer des moments quand même, partager ça en groupe, puis même si je peux pas sentir les beaux cheveux à Pierre-Marc. Ouais, mais je suis sûr que les compagnies de streaming comme ça font de l'argent en ce moment, ça doit être incroyable. C'est bon pour eux autres, c'est sûr. Je suis quand même surpris que les serveurs n'aient pas pété encore, mais ça doit s'en venir. Tout le monde doit avoir vraiment beaucoup investi ces derniers temps dans leur salle de serveur, puis tout, là, c'est fou. Tu sais, puis je me dis, on va comme tout repenser nos façons de faire après la crise. Est-ce qu'on va vouloir continuer à utiliser ça ou on va trop vouloir se retrouver en personne? Je ne sais pas quel effet que ça va avoir. C'est une grosse crise de brosse. C'est ça que ça va être. Ouais, ça se pourrait, ça. Ça va être une fête nationale. Ouais. La fin de la COVID, ouais. J'avoue que ça risque d'être assez particulier, mais que ça arrête tout ça. Sinon, on l'a dit, tu es à Sherbrooke en ce moment, Rodrigue. Comment ça se passe là-bas? Ben écoute, je reviens. Ben oui, c'est ça, c'est un foyer très important là, de la pandémie ici en ce moment là, au Québec. Mais honnêtement, moi, ce que j'en vois, mon style de vie, si je peux commencer par ça, n'a pas vraiment changé. Là. Je suis aux études, fait qu'on dirait qu'il n'y a pas grand changement à ce niveau-là. Mais on le sent très bien là, dans la ville. Là. Je reviens d'aller faire un petit tour de bicycle, puis tu le vois, là, où il devrait y avoir 50 chars, il y en a 2. Puis de jour comme de nuit, encore pire, on s'entend. Mais je pense que c'est le même climat partout au Québec. Il n'y a personne vraiment qui est dans la peur. Moi, je sens surtout une grande solidarité dans mon quartier. En tout cas, c'est vraiment beau de voir les gens s'entraider de tous les âges. Là. Je suis quand même chanceux à ce niveau-là, mais je pense que c'est pas mal le cas partout au Québec. Mais chose certaine, je pense très fort à la région, là, comme tout le temps que je suis ici. En fait, ça fait quelques mois que je suis revenu aux études, mais je suis de très près de tout ce qui se déroule dans la région. Puis tantôt, juste avant d'être avec vous, j'étais à mon téléphone avec des amis de la région, puis ils me contaient un peu comment ça se passait, plus dans le coin de Val-d'Or. Mais je sais qu'en ce moment, tout le moins en Abitibi, c'est plus à Rouen que l'épidémie fait rage. Fait que j'en profite pour saluer toute la gang qui est là-bas. Ce que vous vivez, c'est certainement un peu la même chose que partout ailleurs sur la planète en ce moment, mais je pense que la solidarité abitibienne, c'est ce qui va vous faire chaud au cœur là, dans les prochains temps. Puis, c'est sûr que, on connaît tout du monde de Rouen, là, on s'entend, fait que, mais je pense que c'est quand même une belle communauté là-bas, tissée serrée. Fait que, ouais.
Ouais, je pense qu'on a fait nos preuves avec le temps. On est capable de sortir de bien des affaires, que ce soit politique ou autre. Quand on est frappé par quelque chose, on réussit à passer au travers, justement, à être solidaire. Fait que ça, c'est un autre bel exemple. C'est vraiment. On dirait que ça, c'est du jamais vu pour vrai. Là, on n'a jamais, jamais, jamais vécu ça, mais. Non. C'est la première fois que sur la planète, tout le monde fait la même chose en même temps. Que tout le monde, leur mot d'ordre, c'est de rester chez eux, de s'éloigner des gens, puis de rester confinés dans leurs affaires. Il n'a jamais vu ça. Le monde sont déjà tirés dessus en même temps, mais de rester chez eux en même temps, puis de faire une affaire tout le monde dans le même sens, c'est rare en hostie, par exemple. Mais je pense que Donald Trump est capable de faire à l'inverse. Il tweetait Ouais, sur son TV. Il parlait des 2000 cas, des nouvelles, de 2000 morts qu'il y a eu dans son pays. C'est fou. Sinon, la dernière fois qu'on s'était parlé, la dernière fois, au podcast, maintenant, parce qu'on s'était parlé depuis, là, mais on avait beaucoup parlé de mines et de projets de lithium et tout ça. Puis là, depuis ce temps-là, comme je disais, tu étais notre premier invité, puis la mobilisation était à sur son haut de vague à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Beaucoup de choses qui s'est passées pendant l'été. Depuis ce temps-là, justement, en période de confinement, la mobilisation, comment on gère ça, Rodrigue? Moi, ce que je trouve vraiment cool de l'opportunité ce soir de jaser avec vous autres, les gars, c'est d'aller justement au-delà de vraiment là, si on peut dire, les premières revendications que cette mobilisation-là a soulevées. Ouais. À la base, je pense que c'est la force, en fait, de ce mouvement-là citoyen, puis juste faire un lien pour les gens qui voudraient juste peut-être un peu être mis au courant, c'est en fait, si on remonte de cela 2 ans en Abitibi, il y a eu en fait un projet minier qui a été révélé à la population qui a fait beaucoup jaser. En fait, on avait découvert qu'il y avait une mine qui voulait ouvrir très près de l'Esquerre Saint-Mathieu-Berry, qui est en fait la source d'eau potable de toute la région, mais particulièrement la ville d'Amos qui s'approvisionne là, aussi l'usine d'OSK. Mais la mine cherchait à s'implanter particulièrement dans un village qui s'appelle Lamotte. Et en fait, il y a une mobilisation citoyenne qui s'est développée autour de plusieurs axes, si on peut dire, mais vraiment de manière générale, il y avait un consensus dans la région à l'effet que ce projet-là devait passer devant le bureau d'audience publique sur l'environnement, qui semble être une évidence peut-être là, avec le recul, mais il y a certains projets miniers qui peuvent éviter ce niveau-là d'études environnementales. Puis la revendication du comité dont lequel je suis co-porte-parole, c'était de vraiment se mobiliser pour que le projet passe devant le bureau d'audience publique. Avec le recul, là, maintenant, 2 ans plus tard, ça, c'est chose accomplie. Là. On a réussi par divers moyens à obtenir ce BAP-là, qui n'est pas réalisé, il faut se souligner. Et on s'attendait à ce que ça le soit au courant de l'été ou à la fin, au début de l'automne. Mais avec les circonstances qu'on connaît, là, tous les projets du BAP sont décalés. Fait que moi, je m'attends, il va falloir attendre de voir quand est-ce que la société pourra reprendre son rythme. Mais si le projet devait encore avoir lieu et si la compagnie était encore en état de financer ces études-là, moi, je pense qu'on est plutôt dans l'horizon fin 2020, début 2021. C'est considérable là, dans les délais là, que ça occasionne. Mais comme tu le soulignes, Mathieu, certainement, la mobilisation prend un pas de recul, comme l'ensemble de la société. Mais également, la même raison qu'on est là ce soir, on n'a jamais été autant chacun chez nous, mais on n'a jamais peut-être été autant connectés, je pense. Fait qu'on réussit à continuer à se tenir au courant. Mais de manière générale, ces grands projets-là sont tous ralentis à l'échelle de la planète. Fait que la première chose, en fait, moi, ce que je voulais apporter ce soir avec vous, c'est justement l'occasion, je crois, d'aborder les questions plus fondamentales que juste est-ce que la mine devrait passer devant le BAP ou pas. À l'origine, nous, dans la gang, là, on est tous du monde de la région et c'était quand même sans précédent qu'il y ait une mobilisation de manière aussi globale et aussi consensuelle qui remette en question une manière de faire. On ne s'est jamais positionné contre le projet. Des fois, il y a des gens qui ont pu le croire par notre prise de parole forte et assumée, mais ça a toujours été en fait, aller vers une tribune qui permettrait à tout le monde à s'exprimer. Donc, officiellement, on n'a pas pris position contre ce projet-là en soi.
Moi, je tiens juste à souligner ce soir qu'au-delà d'être pour ou contre une mine ou les mines en général, nous, c'est vraiment pas ça. On est des gens de la place. On sait que l'Abitibi, en 100 ans, les mines ont toujours été au centre de notre vie. Mais aujourd'hui, comme on le voit, quand il y a des services non essentiels qui doivent être désignés, les mines sont visées. Il y a des grandes mises à pied qui sont effectuées. Les travailleurs miniers, comme la construction et autres, sont les premiers à écoper. Et on ne sait pas quand est-ce que ces projets-là vont pouvoir redémarrer. Mais moi, j'ai vraiment une pensée aujourd'hui pour les les centaines, les milliers de travailleurs et travailleuses de l'industrie minière, l'industrie forestière aussi, qui ont perdu leur emploi en ce moment, ce soir. Il y en a peut-être qui nous écoutent. Et pour vous dire là, à quel point on prend ça à cœur, c'est les questions des droits des travailleurs et des travailleuses de l'industrie minière et autres. C'est des amis, c'est de la famille, c'est des proches. On est tous proches de ces gens-là. C'est des voisins, c'est des collègues, c'est des camarades de classe depuis le primaire. Fait que moi, je me suis senti de toutes ces années-là très privilégié d'être aussi près des gens de l'Abitibi pour avoir ce contact-là et vraiment pouvoir trouver le bon ton peut-être. Puis si je ne l'ai pas toujours eu, je suis très conscient, mais au moins il y avait un feedback constant avec la population, des gens, des travailleurs des mines. Et aujourd'hui, certainement, c'est à eux que je pense. C'est eux qui subissent les contre-coups de la crise du COVID, de la COVID-19 en ce moment. Et j'espère que ça va bien aller pour la suite. Mais ça soulève plein de questions, mais c'était la première chose que je veux dire d'emblée. Je ne suis pas contre les mines, on n'est pas contre les mines, notre gang. On est pour l'harmonie sociale, au contraire, de la région. Puis, quand il y a des gens qui écopent, on pense à eux. Puis, en ce moment, je pense que c'est les grands éclopés de la crise, certainement, comme d'autres aussi, là, mais on s'entend que ça fait une maudite différence dans une vie quand tu es habitué de rentrer à ton chiffre et tu te fais dire non, tu te fais mettre sur le chômage. Fait que, ouais. Oui, parce que c'est ça la différence. À l'époque, Sayona, puis encore aujourd'hui, il n'y avait pas de travailleurs encore. Oui, il y avait quelques actionnaires et quelques hauts dirigeants dans l'équipe, mais il n'y avait pas de gens comme toi et moi qui travaillaient là. Mais là, on est dans un contexte où il y a plein d'humains là, qui sont touchés par cette crise-là dans tous les domaines, parce que c'est vraiment tous les domaines, à part les services essentiels. C'est ça qu'on réalise aussi. Donc, les mines c'est pas un service essentiel, même si c'est certains métaux, comme le lithium, on en a besoin dans la vie. Donc, ça amène tous ces questionnements-là. C'est-à-dire comment on développe nos trucs, puis à quelle vitesse, puis dans quel... En même temps, toutes les compagnies, toutes les usines qui ont besoin de ces métaux-là, ils ne doivent pas marcher fort non plus. Non, c'est ça. Fait que tout est... c'est ça. On va stockpiler. Je sais pas à quel point, comment qu'on... J'ai l'impression que tout le monde fait un gros reboot, une grosse mise à jour de ses façons de fonctionner en ce moment, ou en tout cas a commencé à faire ça, puis va... ça va être une belle preuve que le télétravail, ça peut être fonctionnel. Mm-hmm. S'il y a un avancement dans la société, là, ça va être ça. C'est que le télétravail, c'est possible. Puis d'être social sans être social, de rester enfermé chez nous, mais de parler à du monde, Mais ça me fait peur, ça. Que le monde ne veuille plus sortir. Non, c'est ça. Il ne faut pas se rendre là, tu sais. Tu sais, juste le milieu des bars, mettons, là, si ça se vide en ce moment, il y a beaucoup de monde qui se disent c'est parce qu'aujourd'hui, au lieu d'y aller au bar, ils textent leurs amis, puis ils font comme non, il n'y a pas un chat, fait qu'ils vont pas. Fait qu'il n'y a pas d'effet, tu sais. Les bars, c'est un lieu de rencontre sociale, puis on y allait, donc ils se rencontraient. Mais là, avant même d'y aller, ils se disent non, il n'y a personne, fait que je ne vais pas, tu sais. Mais tu sais, en même temps, le bar va rester le bar où il y a de l'alcool. Prendre de l'alcool numérique, ça ne marche pas tant. Non, c'est ça. Mais justement, mes gars, Chris, on boit en numérique. C'est même. Hey, vendredi, là, avec mes chums d'Amos, justement, moi, je suis à Sherbrooke, mais ça n'avait pas de bon sens. Là, c'est les restants là, de ce... Mais on a tellement une belle soirée. Là. On était justement sur Zoom, puis il y a un de nos amis, Max, qui est, en fait, lui, il est bien bon en informatique. Mais c'est pas une affaire compliquée, mais en tout cas, pour moi, ça l'était. Il a réussi à nous plugger sur un jeu. Écoute, on était sur Zoom, c'était comme sur le fond d'écran, mais on était chacun sur nos cellulaires, puis on dessinait des affaires, ça l'apparaissait à l'écran,
Puis il fallait deviner ce que les autres faisaient. En tout cas, c'était Shit. c'était Tu es vraiment capable de cool. faire ça, Ben? Mais, Peut-être, là, mais pas là. mais c'est juste pour dire à quel point que, ben oui, ça force la créativité, mais au moins on a l'occasion de rester en contact. Là, c'est quand même pas rien. Tu sais, ça nous a quand même forcé à nous, là, Appropriation culturelle, de faire un live. Là. Ça fait longtemps qu'on. Non, ben, ça fait longtemps. Je veux dire, c'est relatif, ça fait longtemps, mais ça faisait un petit bout qu'on parlait d'essayer peut-être de faire des lives, soit en présentiel dans des salles ou des trucs comme ça. Puis là, ça nous a un peu forcé à la main en disant ben, là, vous pouvez pas vous réunir, même pas 4 personnes pour en faire un enregistrement. Fait que bon, on va l'essayer en live. Merci à François Manger en même temps pour. Le petit coup de main qu'il a donné pour la technique. Ouais, quand on parle de quelqu'un qui a des ressources pour faire du live, François, il est vraiment pas pire. Il est pas pire, hein. Disons surtout avec tu sais, moi, je collabore justement avec l'actu, puis ça, on a trouvé plein d'outils. Là. Oui, Zoom qu'on utilisait déjà, mais Stage 10 pour faire du live, puis ça, un petit peu plus professionnel là, au niveau des studios télé. C'est vraiment cool de l'avoir parce que pas sûr qu'on serait là en ce moment. En tout cas, ça serait peut-être plus boiteux. Je sais pas. Puis on a choisi Twitch. Désolé pour ceux qui auraient aimé ça qu'on soit sur Facebook, mais on avait déjà ciblé Twitch pour faire du live parce qu'on trouve la plateforme un peu plus. Je sais pas. C'est plus pour ça, mettons. Facebook, il y a tellement d'affaires. Maintenant, on ne veut pas inonder davantage Mais il n'y a rien qui empêche que peut-être plus tard, on peut faire du multi-streaming, là, mais qu'on soit habitué. Mais, ouais, c'est ça. mais là, on avait visé Twitch parce que la plateforme était intéressante. Puis... Mais pourquoi pas? Hein? Fait que on l'a fait là, mais on va quand même faire nos communications. T'sais. Là, s'il y a des gens qui nous écoutent directement sur Twitch, là, vous pouvez nous donner des commentaires. Là, on pourra n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour Rodrigue, Pierre-Marc, Mathieu ou moi. Moi, s'il y a une personne qui écoute, là, je suis content. Mais il y a 16 personnes qui nous écoutent. Là, c'est vrai? 16 Alors, Chris, je suis vraiment content. Ouais. On va fou. Payer une bière. Il faut que vous veniez à chercher, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. J'allais sur le bord de la porte dehors, là, de le ramasser. Puis... Hey, mais vous, les gars, je ne sais pas, aviez-vous fait un bilan? Là? Je sais que ça fait 1 an, puis peut-être même un peu plus que vous êtes là-dedans. Puis là, ben, c'est un peu, je reviens, je suis rappelé à revenir en entrevue. Ouais. Ben, moi, je serais intéressé de savoir dans cette aventure-là, en 1 an, c'est quoi, vous en êtes où, chacun personnellement, mais aussi comme équipe, c'est quand même pas rien. Là. Justement, vous êtes appelé à développer soit plein de plateformes, mais aussi beaucoup de rencontres. Puis ce que ça vous a apporté, moi, en tout cas, vous le savez, là, je trouve que votre mission est vraiment super. Puis oui, ben, juste de s'arrêter puis prendre le temps de jaser. Tu vois, ce que j'ai dit tantôt, là, au fait que justement, nous, on prône une nouvelle vision pour la région qui soit moins dépendante des grandes industries qui, justement, peuvent, en temps de crise, fermer du jour au lendemain puis mettre à pied plein de familles. Ben, pour moi, c'est important. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire en Abitibi jusqu'à présent. Puis, vous voyez, vous nous donnez cette opportunité-là, fait qu'on en est grandement redevable. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est ça. C'est vous autres, c'est beau de vous voir continuer, même s'il y a des bâtons dans les roues de la société. Fait que, vous voyez, comment dire, d'où ce que vous venez et où ce que vous en allez personnellement puis comme équipe. Là, je pense que ça serait cool pour le public aussi de l'entendre. Ah ben c'est clair, tu sais, je veux dire, ces crises-là, oui, on pourrait s'appuyer sur notre sort, mais c'est clair que ça va avoir un impact sur toutes nos vies, tous nos projets, tout ça. Mais il s'agit de prendre ça et de le transformer en impact positif, là, juste pour justement améliorer puis grandir. Puis là, ben, on attaque la plateforme Twitch, puis c'est vraiment le fun de pouvoir évoluer grâce à ça, finalement. Même si on aimerait bien mieux continuer à le faire en studio, mais... Ouais, mais c'est sûr que tout ça, ça nous a causé des problèmes aussi là, dans tout le reste événementiel. On est quand même assez, impliqué dans le domaine événementiel. Là, fait que oui, pour notre podcast, ça nous mettait un bâton dans les roues, mais un moyen bâton. Mais tu sais, mettons la Ligue d'impro d'Amos, la Libaba, ben là,
on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. On attend. C'est un plus gros bâton, mettons. Faire des matchs d'impro sur Twitch, ça serait peut-être pas la même impact, mettons. Là, après, tu regardes tous les événements majeurs, mettons, de mai, début juin, qui sont en train d'annuler. Les festivals, ça s'en vient. Oui, les festivals. Mm-hmm. Puis là, tu sais, moi, je suis beaucoup impliqué dans certains festivals. J'ai été impliqué avec H2O, avec les FME, puis probablement plein d'affaires. Fait que là, c'est voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que là, on est comme un peu en attente. Là. Fait que oui, moi, c'est des vacances que j'ai. Ouais, c'est ça. Hein? Je reste chez après sac. Puis je fais du télétravail, mais je reste chez nous. Puis j'ai pas de comité, j'ai pas de rencontre. Je parle avec Mathieu de temps en temps parce qu'on fait juste mijoter nos idées par rapport à ça. Parce que Mathieu il est dans l'organisation de l'Alibaba. Puis qu'on est en train d'élaborer des scénarios. Là, mais c'est ça. Puis là, il y a eu hier ou avant-hier, on s'est dit mais pourquoi pas on essaie le live, puis là, ça concordait avec un an de l'enregistrement de Rodrigue. Fait que merci, Rodrigue, d'être là. C'est super cool. Mais tu sais, pour l'avancement du podcast, moi, je pense... J'ai juste pas de... Je trouve ça difficile à imaginer, mettons, le nombre de personnes qui nous ont écoutés à date. On a des chiffres, puis on se disait s'il y a 5 personnes qui nous suivent dans notre aventure, ben tant mieux. Puis là, on avait des 100 écoutes par, mettons, entre 60 et 100 écoutes par émission. Fait que ça, c'est vraiment au-delà de moi, mes expériences. Là. Puis le podcast le plus écouté est toujours le tien, Rodrigue, d'ailleurs. C'est ce qu'on trouve cool, c'est que les gens commencent par le premier pour faire la série. Okay. Ben là, s'ils n'ont pas continué, c'est peut-être de ma faute, par exemple. Non, mais il y a un follow-up qui est là. On a de la rétroaction. Il y a toujours de plus en plus de monde qui nous parle du podcast aussi. Ça, c'est ce qui est vraiment le fun. On voit qu'on est écouté, puis c'est ce qui est important au final. Je pense que même si on aurait 2 spectateurs, on le fait, je pense, à prime abord pour nous. Ce qu'on aime, c'est rencontrer les gens, discuter avec eux autres, puis aller vraiment à la rencontre de leur culture. Fait que, la direction du podcast, c'est être fidèle à nous-mêmes. On aime rencontrer, on aime jaser, on aime discuter, puis tant qu'on va suivre, on va se coller sur notre image, ben, je pense qu'on va être en business. Ça. Puis on a reçu des bons commentaires du gérant de Mike Ward, fait que juste là, c'est sûr qu'on n'arrêtera pas, on n'arrêtera pas, juste pour ça. Ah ouais, puis tu sais, en même temps, là, on a une liste là, encore de quarantaine de noms, là, on s'extrapole. On voulait être plus présent dans les festivals de la région, mais là... Les festivals. Ouais, c'est un nouveau mot, ça, qui revient tout le temps. Non. Moi aussi, je dis festival. Et on voulait s'inviter un peu partout en Abitibi, mais là, on est un peu dépendant de ce qui arrive. Là, fait que on verra bien dans le temps comme dans le temps. Mais on l'a été invité à Montréal avec un de nos amis, Frédéric Barbouchi. Là, salut Fred. Pour un truc avec le dompteur qui était vraiment intéressant. Puis, notre stock est mobile, fait qu'on se veut mobile. Si on est invité à peu importe où, ben si l'horaire le permet puis si notre déplacement le permet, ben pourquoi pas. Hey, on a une question du public, Ben. Ben ouais, Lost Trap Lord. Ouais, question pour Rodrigue de la part de son chum Louis. Quel est ton plus gros défi personnel dans ton implication pour la protection du territoire en Abitibi? Et sous question, as-tu beaucoup de conflits avec des amis ou connaissances à cause de tes positions? On a parlé un peu d'ailleurs de ça, justement, là, que tes amis sont dans le domaine mini, tes amis en partie. Hein, et non, tes connaissances. Mais, salut Louis, puis mais la question est tellement... pour moi, on dirait qu'elle ne se pose pas parce que, à la base, je viens d'Amos, là, pour les gens qui ne savent pas vraiment qui n'ont pas eu la chance, en fait, de venir chez nous en Abitibi. Chaque ville a pas mal un peu son âme, hein, si on peut dire. Puis Amos, c'est une des petites des grosses, là, si on peut dire. Fait qu'on finit par tous se connaître, là. Ça, c'est évident. Mais c'est cette relation privilégiée-là avec la population, puis c'est pas juste la population au sens large, mais c'est plutôt des cercles plus ou moins larges de proximité avec des gens. On est tous à genre 1 ou 2 liens des autres. Fait que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur toi et qui ne te le dit pas, ben, tu vas savoir de quelqu'un d'autre. Fait que, c'est certain qu'à un moment donné, quand on a une cause sociale, peu importe c'est quoi, dans n'importe quel domaine, on va susciter différentes réactions. Puis nous, c'était ça notre but aussi. Si on n'avait rien à dire, on n'aurait rien dit.
Là, on avait un projet, puis on a pris le pari d'embarquer la population là-dedans. Puis ça nous a souri. Ça aurait pu ne pas être le cas, mais non, moi, c'est plutôt le contraire. Là. C'est souvent ça que je dis. Je pense que ça m'a rapproché plutôt qu'éloigné de la région, cette implication-là. Ça m'a rapproché de qui j'étais au fond de moi. Puis ça m'a aussi permis de me rapprocher des gens de tous les milieux, vraiment. Là. Puis ça, s'il y a une chose que je retiens de ces 2 années-là, c'est qu'en s'impliquant pour la protection du territoire de l'Abitibi, tu t'adresses directement à la fierté des gens et au plus profond d'eux. Puis on a cette chance-là d'être près de la nature, que ce soit Benoît Pressac ou n'importe où, on connaît notre place, mais on est fiers et on l'aime. Fait que quand on a ça en dedans de nous puis qu'on peut en parler, je veux dire, je ne sens pas vraiment qu'il y a de point de conflit qui peut émerger de ça. Après, il faut faire attention à ce qu'on dit puis à comment on le dit. Mais dans toute cause citoyenne, des fois, il y a des moments plus tendus, c'est certain, mais moi, je retiens surtout des moments de rapprochement. Fait que ça a été ça. Par contre, c'est sûr que moi, le tiraillement que j'ai eu, là, c'est pas face à la région, c'est plutôt quand c'était venu le temps de retourner aux études à Sherbrooke, de sortir de la région. Ça m'a fait de quoi? Parce que j'étais tellement rendu enraciné dans mon monde puis dans ma forêt boréale que ça a fait de la peine. Le dernier moment que je l'ai passé avant de venir ici, c'était dans une talle de bleuets à La Corne. Puis je suis parti avec tous mes bleuets du thé du Labrador, puis je suis encore là-dessus aujourd'hui. Fait que, Ah ouais? D'ailleurs, tu m'avais donné du thé du Labrador à Ben, je pense, quand tu étais venu. Avez-vous goûté à ça, Ben? Je pense que oui. Non, mais ça fait 1 an, laissez-moi une chance. Ça sonne comme un nom. Ça. Non, mais c'est une très bonne question. Merci, Matt. De te mettre dans une situation malaisante. Ouais, c'est ça. Non, écoute, je vais revenir le chercher, là, et s'il m'en reste. Tout tu restes, c'est pas grave. Non, mais Flore est une fan de thé, fait que je pense qu'elle doit l'avoir essayé. Je pense que oui. Je pense que ça a été bu, mais je ne peux pas dire avec certitude. Pas un consommateur de thé. Ben, il ne boit pas de thé, c'est qu'il moi, c'est ça. Ah ouais. Les breuvages chauds, là. Mais t'as-tu, on parlait d'amis, puis t'as-tu reçu du hate de gens sur Facebook par rapport à tout ça? Y a-tu du monde qui t'ont écrit, hey, tabarnak, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est ça, écoutez, non, je n'ai pas reçu. Puis même ça brosse aux frites, là, tu sais, qui est le bord à Amos, je n'ai pas reçu. De mes chums du primaire, du secondaire, avec qui jouent au hockey, du cégep, qui sont rentrés dans l'industrie, je n'ai pas reçu. Moi, je pense vraiment que quand je parlais, les gens, j'ai fait en sorte que les gens ne se sentent pas attaqués personnellement. Donc, nécessairement, je n'ai pas reçu. Mais ce que je sais, par contre, c'est que quand tu remets en question l'industrie minière, même si tu t'opposes pas à un projet frontalement parce que je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais dit non au projet aussi, c'est sûr que en remettant en question l'industrie, les dirigeants de l'industrie, ça a un effet sur les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Puis c'est une question familiale souvent. Des fois, c'est le grand-père qui est mineur, le fils aussi. Après ça, le petit-fils, peu importe, va être de près ou de loin là-dedans. Fait que de remettre ça en question, c'est pas... Mais je comprends que des fois, ça peut être sensible pour des gens, mais je pense qu'on a toujours fait attention à la manière qu'on l'a apporté. Puis je suis le premier, comme je disais aujourd'hui, à souligner le fait que c'est rien contre les gens. Là. C'est juste pour la planète. C'est pour notre eau, puis c'est pour notre forêt, c'est pour la biodiversité. Mais c'est aussi pour une nouvelle manière d'habiter notre territoire, d'être moins dépendant des intérêts multinationaux. Parce que quand il y a une situation mondiale qui lâche, comme on le voit aujourd'hui, ben c'est les premiers réseaux qui vont lâcher. C'est pas la ferme à la Turlutte, à la Motte là, qui va lâcher. Ils sont dans leur cours, là, ils sont capables de continuer à opérer. C'est pas non plus les circuits plus réduits, là, n'importe quoi.
de la région, que ce soit au niveau culturel. C'est sûr que là, on s'arrange comme on peut ce soir, mais les musiciens peuvent continuer à pratiquer. Les gens, ils restent en réseau. Moi, c'est juste ça. Puis, ce que je suis content en ce moment, c'est qu'on prend une pause, on réfléchit à ces affaires-là, mais il faut surtout soutenir les gens qui sont dans le trouble. Là. Ça, c'est la première affaire. Moi, je finis mon programme là, en ce moment. J'ai juste le goût, après ça, s'il y a du monde qui sont dans le trouble au niveau juridique, d'aller les appuyer là-dedans au niveau de leurs conditions de travail. Là. Si on était vraiment étiquetés peut-être comme des écolos, ben moi, j'ai pas de misère à revirer ma chemise de bord puis d'être un défenseur des droits des travailleurs miniers. Là. Pour moi, c'est pas une contradiction pantoute. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, dans le cas du projet aussi, même les travailleurs miniers, ceux qui ont travaillé comme foreurs, par exemple, sur le projet, il y en a plus beaucoup qui l'ont dénoncé de toute façon. Fait que ça prouve encore une fois que le consensus, comme tu parlais un peu plus tôt, était vraiment bien installé face à ce projet-là, de dire on ne peut pas juste laisser ça aller sans s'en soucier, sans s'en occuper, là, parce que ça peut avoir des conséquences assez majeures là, sur notre territoire, notre coin de pays. T'sais. Mais il y a peut-être un truc que je rajouterais par contre, parce que là, de lancer ça de même, ça avait l'air que c'était pas compliqué. Il y a eu des moments que c'était plus difficile par contre. Puis ces moments-là, je vous dirais que c'est plus quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui occupent des fonctions au sein de l'industrie, que ce soit dans le cadre de Sayona ou dans le cadre de Dossier Gazoduc, qui sont très près de ta famille, de tes amis d'enfance. Puis là, tu arrives dans une situation malaisante que tu te dis, il semble que la manière que vous gérez votre business, c'est un petit peu tout croche parce que justement, tout le monde se connaît. Fait c'est sûr que quand on est dans des choses plus légères, comme avoir du fun, ça, il n'y a pas de trouble. On s'entend, on est tous capables de boire une bière au frites, il n'y a pas de trouble avec ça. Mais quand on remet des choses en question, des fois, c'est difficile quand c'est des gens qu'on aime et qu'on apprécie. Ça m'est arrivé souvent. Puis que ça soit au niveau local, municipal, à la mode, mais que ça soit aussi au niveau plus élevé dans certaines compagnies. Puis je vous dis, c'est la même réalité même dans le domaine du droit. Là. J'ai des amis qui, sans faire de cachette, là, qui occupent des positions dans des grands cabinets d'avocats qui défendent des stratégies que moi, je dénonçais publiquement. Fait c'est sûr que dans mes réseaux d'amis proches, c'est difficile parce qu'on se connaît, on s'aime, mais moi, je ne suis pas d'accord avec certaines manières de faire, puis je vais le dire, mais en même temps, l'Abitibi, c'est ça. Tout le monde se connaît, mais il y a aussi une espèce de tendance à ne pas créer de vagues. Quand tu en crées, il faut que tu sois prêt à faire face à tout ça. Mais je pense que la meilleure manière de l'aborder, en tout cas, moi, c'est un conseil que je donne, c'est pas d'y aller en défonçant et en attaquant les gens personnellement, c'est plutôt en soulevant les questions sociales pour que les gens puissent se poser les questions eux-mêmes sans les attaquer. Mais ça, des fois, dans le feu de l'action, c'est difficile de ne pas tomber là-dedans. Puis je suis un gars assez compétitif de nature. Fait que des fois, je te dirais que ça, c'était plus le bout où il fallait que je me parle en dedans. Mais ça a toujours bien été, je pense, quand même. Peut-être qu'il y a des gens qui se souviennent d'affaires que je ne me souviens pas, mais moi, je pense que ça va. C'est ça. On a vu ça que tu es un gars qui aimait ça, fighter. À une certaine COP 25, ça brassait un peu. Hein? En Espagne, je pense, ça. Ouais. Friends of Paris. En fait, juste pour faire un petit bémol, là, finalement, non, j'ai pas goûté le thé, puis oui, il était bon. C'est Flore, elle a commenté. Oui, Flore, elle a commenté en disant qu'elle a bien aimé, mais elle avait la question que retiens-tu de la COP 25? Justement, on est arrêté par la police, j'imagine. Mais on reviendra là-dessus. Je suis vraiment curieux d'entendre ce qui s'est passé de ta part. Vraiment, il faut en parler. Là, on va y aller, si vous me permettez. C'est difficile pour moi de faire ce cours, cette histoire-là, mais... Ah non, mais on a le temps. On est confinés chez nous, il n'y a pas de Oui, c'est ça. À la base, la COP, c'est la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. On était rendu cette année à la 25e. Moi, quand je suis allé, j'avais 25 ans. Fait pour vous dire, ça faisait depuis ma naissance que les États essayaient de faire en sorte de sauver la planète pour faire ce cours. Il y avait quelque chose de symbolique là-dedans. Puis moi, j'avais été en fait sélectionné dans un processus d'admission au niveau des jeunes du Québec qui s'impliquaient en environnement. J'étais le seul représentant de l'Abitibi.
Il y en avait aussi de certaines autres régions, mais majoritairement du monde de Montréal. Puis, mais ça a été vraiment une expérience enrichissante à tous les niveaux, sauf que très éprouvante au niveau du moral. Mais je suis content d'en être sorti en liberté et indemne. Non, mais pour vous dire, en fait, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que c'est des États, c'est des diplomates, en fait, envoyés par chacun des pays de la planète qui se retrouvent autour d'une même table qui essaient d'en venir à un accord, une entente, un traité pour engager tous les pays de la planète à lutter davantage contre les changements climatiques. Et là, la conférence, comme on dit, c'est un genre de congrès qui se tient dans des grandes salles. Ça se déroule pendant 2 semaines. Fait que, de la première journée jusqu'à la fin, c'est une course contre la montre pour qu'ils arrivent à signer une entente là, qui fait à peu près 1 page. Fait que tout ça, là, tout tourne autour de ça. Mais ça fait 25 ans, justement, que la question particulière des droits autochtones dans la lutte au changement climatique n'est pas, en fait, est tout le temps mise en dépôt. Fait que, dans le fond, remis à l'année prochaine. Bon. Et pour faire une histoire simple, ben, c'est certain que les droits autochtones les droits des personnes autochtones sont directement liés aux conséquences de la perte de biodiversité ou aussi de l'extractivisme quand on parle justement des pipelines qui passent sur des territoires non cédés, mais également juste la perte de culture là, qui se déroule, perte de territoire, des espèces qui disparaissent. Comme chez nous en Abitibi, le caribou forestier, c'est une victime de cette accentuation-là, perte de biodiversité, etc. Puis les Autochtones là-dedans, ben, c'est certain qu'à un moment donné, il y a comme une limite là, à tout le temps se faire prendre pour des gens pas importants, dans le fond. Là, je tiens à souligner que c'était tellement beau de voir cette année un mouvement de jeunes autochtones de partout dans le monde, particulièrement du Canada aussi, des jeunes leaders qui vraiment abordaient ces questions-là avec courage, mais surtout avec dignité et aplomb. Et il est arrivé, on est l'avant-dernière journée, mercredi de la 2e semaine, le 11 décembre. Et là, ils ont dit là, ça va faire. Et ils ont convoqué toute la société civile, fait qu'autrement dit, tous les gens qui n'étaient pas des diplomates, des négociateurs, alors tous les gens comme moi, dans le fond, mais aussi de tous les pays. Là, et ils nous ont écrit sur WhatsApp, qui est un réseau social encrypté, fait que les gens de l'ONU, les gardiens de sécurité, ne le savaient pas. Ils nous ont donné rendez-vous à une place précise dans un grand hall à 3 heures. Et qu'est-ce qu'il y avait à 3 heures dans ce grand hall-là? Bien, il y avait une conférence qui était supposée être donnée par le secrétaire général des Nations unies. Fait que, en fait, lui, c'est le big boss là, de l'ONU. Et dans le fond, la salle peut accueillir un certain nombre de personnes, mais nous, on était convoqués là, par nos amis autochtones à l'extérieur, dans le fond, de cette salle-là. Il y avait de la place pour accueillir 200 personnes, 250 avec de la place. On a pacté ça 500 personnes. Oh shit, OK. Là, on a senti... Puis là, les gardes de l'ONU ne le savaient pas parce que ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un protocole à suivre une fois que tu es à l'intérieur des conférences des Nations unies, que ce soit n'importe quoi, que ce soit pour le commerce, les changements climatiques, mais aussi l'UNICEF, toutes ces affaires-là. S'il y a des manifestations à avoir, c'est correct. Il faut par contre que tu le divulgues à l'avance. C'est comme un peu quand tu appelles la police, donner ton itinéraire. Ouais. Bon, c'est la même affaire. Sauf que là, ils ne l'avaient pas fait, ils l'avaient fait par WhatsApp. Fait que les gardes de l'ONU, avec leur petite chemise à manches courtes bleues, ils ne savaient pas ce qui se passait. Comment ça, il y a 500 personnes ici? Ils ont juste des petites chemises à manches courtes bleues pour se protéger. Oui, bien, bleu poudre, là, comme on peut s'attendre, la même couleur que les casques bleus là, que partout. Bleu et blanc. Et dans le fond, là, moi, j'étais rendu là et on a senti vraiment l'atmosphère se tendre là, à un point là, que tu te dis, ça va... Tu sais, quand il y a un orage électrique, là, puis là, tu te dis, ça va péter, là, ben, c'est un peu comme ça. Puis là, moi, quand j'ai vu ça du coin de l'œil, mais écoute, on était 500, puis je vous dis, là, c'était plus que jamais. Je me croyais dans le show de Rammstein au Rockfest, là, où je suis allé passer proche de mourir là, une couple d'années, mais c'était okay. la même On reviendra là-dessus tantôt.
Puis, dans le fond, quand on est arrivé, avant que l'atmosphère se détende de manière explosive, j'ai vu qu'il y avait comme un attroupement de leaders autochtones de tous âges, de tout pays, des gens de l'Amazonie, des gens de Scandinavie, des jeunes du Canada, mais aussi d'Afrique, puis d'Amérique du Sud, partout, là, en Asie aussi. Et autour d'eux se rassemblaient plein de journalistes là, également. Mais mettons, on a ici les jeunes, les leaders autochtones, tu as les journalistes ici, mais juste derrière ici, les leaders ont commencé à s'amasser les peu de chemises bleues à manches courtes de l'ONU. Et là, je me suis dit, eux autres s'en rendent compte, ils vont essayer de casser le noyau de leader devant les photographes parce que c'est là que ça se passe. Fait que moi, j'étais bien loin, là, mais j'ai comme pris de l'avance, puis je suis venu me poser entre les leaders autochtones puis les gardes de l'ONU. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, il y a du monde qui ont sorti leur gamelle, là, si on peut dire, là, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer avec des ustensiles en métal. On avait juste le droit des trucs en plastique. Fait que on avait des gourdes en plastique puis des fourchettes en plastique. Le monde a commencé à taper là-dessus. Puis là, il y a quelqu'un qui a crié « What do we want? » Fait qu'est-ce qu'on veut? Puis là, tout le monde a crié « Climate justice! » Fait que ça veut dire la justice climatique. Puis là, il a crié « When do we want it? » Quand est-ce qu'on le veut? Puis là, tout le monde a crié « Now! » Puis là, ça a comme fait dans un show de métal, là, que tu as genre un Walk of Death, là, je pense. Wall of Death, ouais. Ouais, puis là, tout le monde s'est rentré dedans, puis ça n'avait pas de bon sens. Mais les choses, tu sais, je le dis de manière imagée, c'est vraiment ça qui s'est passé. Il y a des vidéos de tout ça, j'en ai sur mon cellulaire, puis c'était très déplorable parce que, en fait, quand je dis ces deux côtés qui ont rentré dedans, c'est pas tellement ça que c'est les gardes de l'ONU qui ont essayé de rentrer pour disloquer le noyau qu'il y avait de leader. Moi, comme je vous dis, je faisais barricade de mon corps avec ça, mais on était quelques-uns, là, puis on n'était pas 3-4 de profonde. Il y avait juste une rangée d'alliés, si tu veux. Puis je le dis de même par manière circonstancielle, c'est pas du tout méritoire, mais vous allez voir comment que la suite a dégénéré, en fait, c'est que là, ils ont comme les gardiens de l'ONU, parce qu'au lieu, en fait, de juste nous laisser les jeunes s'exprimer, ils ont essayé de casser ça. Fait que là, il y a comme eu ce mouvement-là de précipitation. Des jeunes femmes qui sont tombées à terre, d'autres qui faisaient juste s'asseoir autour, puis là, ils se faisaient tirer, puis bon. Mais moi, je vous le dis, là, j'ai vu une femme se faire puncher dans la face par un garde de l'ONU. Et là, ils ont appelé en renfort des gardiens de sécurité espagnols. Fait que c'était pas des gardes de l'ONU. C'était un peu eux, il n'y avait pas des chemises courtes bleues, il y avait des chemises longues noires. Mais c'était un peu comme si ça aurait été des employés de Garda, si tu veux, d'une firme de sécurité privée. Puis ils sont venus en renfort, puis ils sont mis derrière les gardiens de l'ONU, puis ensemble, ils ont réussi à former un mur comme ça, puis à diviser la salle en deux. Fait qu'il y avait 250 personnes manifestants, si on peut dire, de chaque côté. Puis moi, j'étais dans le groupe avec les leaders autochtones, et on était dans le groupe dans le fond de la salle, et là, je vous dis, là, ça n'avait pas de bon sens. Il s'est ouvert, le mur du fond s'est levé. Là. C'est comme si, genre vraiment, là, on est dans une salle, puis là, tu penses qu'il y a une porte ici, là, je vais vous dessiner. Là. Mettons que tu penses que, genre, c'est graphique. Ici, il y a genre une porte, là. Ah, Tu penses qu'ils vont ouvrir la porte, mais non, ils lèvent le mur. Puis là, tu vois ça, qu'est-ce que c'est ça? Ils nous ont poussés vers l'extérieur. Puis là, ben, c'était des femmes, là, c'était des grands-mères, c'était des jeunes, et aussi ben, quelques hommes à travers le tas, mais c'était pas des personnes super en shape. Mais là, il y a eu un mouvement de précipitation parce qu'on se faisait pousser là, vers l'extérieur. Le monde s'est mis à courir. Moi, là, j'ai eu ma première frayeur parce que j'ai dit là, moi, je suis dans ce gang-là, je vais y aller, mais c'est quoi qui nous attend au bord? On ne savait pas. Quand on est arrivé à l'extérieur,
c'était assez effrayant parce qu'on était dans un cul-de-sac, dans un fond de ruelle, dans le fond. Puis là, tous les gardiens, un coup, qui nous ont pressés l'autre bord, ils ont occupé la place qu'avait le mur, dans le fond. Fait qu'ils ne nous laissaient pas rentrer. Mais ils ont commencé à aller dans le tas, les gardiens de sécurité, puis ils prenaient les journalistes, puis ils sortaient un après l'autre de force. Ils rentraient dedans, en fait, les journalistes. Ils nous laissaient juste nous autres, les manifestants, dehors, sans caméra ni rien. On faisait des tweets, puis les tweets effacés. Genre, on était comme, qu'est-ce qui se passe, là, sacrément, tu sais? Puis, heureusement, on était, les 250 personnes dehors, un beau mouvement de solidarité, on s'est serré les coudes. Mais même si on était à Madrid au mois de décembre, faisait fret quand même. Là. Moi, j'étais en T-shirt. On est resté 2 heures dehors. Tu sais. Pour un gars de l'Abitibi, c'est peut-être moins pire que des gens de l'Amazonie, vous allez dire, là, mais c'est ça. Puis là, en fait, ça a duré 2 heures de temps jusqu'à temps qu'on se fasse prier de sortir. Mais nous, on ne savait pas ce qui allait se passer parce que quand tu rentres à l'ONU, tu as une accréditation, fait un badge. Puis, dans le fond, il y avait des gardiens qui nous attendaient au bout, puis ils tiraient ces badges pour savoir c'était qui était sorti. Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai mis mon badge en dedans de mon T-shirt pour pas qu'il me l'arrache. Puis j'ai accompagné un groupe de femmes au début, là, en fait, parce que justement, une des jeunes femmes autochtones du Canada, sa fille était restée en dedans. Hein. Ça faisait 2 heures qu'elle était séparée de son enfant. Fait que ça n'avait pas d'allure. On était genre 15, là, peut-être 5 gars par rapport, juste là pour les soutenir, puis 10 femmes autochtones du Canada. On a pu sortir les premiers. Mais là, l'ONU, un coup, ils nous ont sorti du site des conférences, qui était de leur juridiction pendant le temps du sommet, si on peut dire. Ils nous ont livrés à la police espagnole sur place. Mais eux, nous, on était tous du monde qui avait été fouillé à l'entrée de l'ONU. Là. On n'avait pas d'armes sur nous. Là, on avait nos gamelles puis nos fourchettes en plastique. Là, ils nous attendaient avec des tanks puis genre des soldats aux 5 mètres juste pendant à peu près une allée qui faisait peut-être genre 200 mètres de long jusqu'au trottoir. Puis il était lourdement armé là, des armes d'assaut semi-automatiques, soit même des balles de caoutchouc, mais pareil. Puis là, on ne savait toujours pas qu'est-ce qui allait arriver de nous autres. Comme je vous dis, moi, j'étais moins inquiété parce que j'avais gardé mon badge, mais c'était naïf de penser ça parce qu'ils savaient automatiquement c'était qui s'était fait expulser parce que quand tu rentres, tu punches, puis quand tu sors, tu dépunches. Mais quand tu te fais sacrer dehors par la porte d'en arrière, tu ne dépunches pas. Fait qu'ils savaient direct que c'était nous autres. Fait que ça a été très mouvementé, là, le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai contacté Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue tout de suite à ce moment-là, puis j'ai dit là, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est pour ça que j'ai donné une entrevue. J'étais vraiment sous le choc. Que vous avez peut-être entendu, on était au mois de décembre à ce moment-là. Fait mais la situation était surtout préoccupante pour des nombreuses personnes que s'ils se faisaient retirer leur badge, il n'y avait plus de visa. Fait qu'ils étaient comme, ils ne pouvaient plus rester en Espagne. Des gens de la Russie ou d'autres pays dans le monde. Des enfants, etc. Fait que, mais là, je dois souligner, par contre, la contribution du Canada, parce que quand on s'est fait séparer, on n'était pas grands Canadiens, à part les femmes autochtones de l'Ouest, puis moi puis une autre fille du Canada. Mais le reste de la gang qui sont du Canada, qui étaient témoins de ça, mais qui sont restés en dedans, sont allés voir direct les diplomates canadiens, puis on dit là, on a des amis qui sont dehors, là, qui sont fait sacrer dehors par l'ONU, il faut que vous fassiez de quoi. Écoutez, les négociateurs canadiens sont restés à la table des négociations avec le bureau du secrétaire général jusqu'à 2 heures du matin pour nous donner le droit de revenir le lendemain, pour pas qu'on se fasse bannir. Fait que, bravo au Canada. Le Canada et l'Allemagne ont joué ce rôle-là. Fait que c'est quand même pas rien. Mais tout ça pour dire que c'était pas dans le but d'agiter, ça n'a pas été quelque chose qu'on a cherché. Souvent, quand tu fais des manifestations, tu contrôles la situation. Là, tu te dis, il y a une limite à ce qu'on ne fera pas. Mais ça, clairement, c'était pas d'un plan. L'ONU a overreact, là, si on peut dire. Puis au lieu pour revenir au tout début, au lieu de prendre en charge le respect des droits autochtones, ils ont crissé les Autochtones dehors. Fait que, puis le sommet s'est conclu sans que les droits autochtones aient été considérés dans l'accord, finalement. Fait que, on en est là. Puis, mais ça a été très chargé. Puis,
Mais ouais, puis chapeau, là, ça va au-delà de la partisanerie. Là, Benoît Charette était là, il a joué un rôle, le ministre de l'Environnement du Québec, il a joué un rôle là, aussi auprès des négociateurs canadiens. Elisabeth May, chef du Parti vert, était là. Tout le monde, il y a un moment de solidarité là, transpartisan, puis toute la société canadienne était rassemblée là, à ce moment-là. Fait que ça, c'est l'histoire toute. Ben, on en a perdu un, fait que je me laisse taper. Fait que c'est pas mal ça. Tout le temps ça, l'histoire, c'est tout le temps là. J'avais, c'est drôle parce que tu écrivais, tu correspondais sur mediaté.ca aussi là, pendant que au départ, on était parti. Fait que là, je lisais les textes, puis je pense que c'était avec François que je parlais de ça aussi. J'ai un feeling que ça va mal finir, qu'il va se passer quelque chose, parce que je sentais comme ta déception par rapport à beaucoup de choses. C'était quoi qui te décevait? C'était entre autres Greta Thunberg, tu avais vécu quelque chose de pas cool par rapport à ça? Ben, tu sais, pour vous dire, ça revient un peu à ce qu'on disait d'emblée. Moi, je suis un gars de la région, tu sais, puis c'est beaucoup plus complexe la crise qu'on vit en ce moment, la crise climatique, là, pour se distancer peut-être un peu là, de la crise du coronavirus. Mais c'est un moment dans l'histoire aussi fort, en fait, puis beaucoup plus fondamental que ce qu'on traverse en ce moment avec ce virus-là, mais qui en est un symptôme, dans le fond, là, de la mondialisation, puis tout ça. Mais quand on est bien enraciné dans son milieu, puis qu'on voit, comme vous avez vu aussi, l'an passé, toute une région s'unir pour protéger l'eau, puis remettre en question certaines manières de faire dans l'industrie fondamentale pour une région, puis que tu es porté par ça, puis tu te dis, ça va bien, il y a un momentum qui se crée, puis que là, tu arrives au plus haut niveau là, de la société, si on peut dire, pas par manière élitiste, mais juste décisionnelle, tu arrives à l'ONU, tu te dis, t'espères que ces gens-là prennent acte de ce qui se passe sur le terrain pour apporter des changements. T'sais. Mais tu arrives là, puis c'est le contraire qui arrive. Puis, je ne dis pas ça pour décevoir les gens, au contraire, je dis ça pour encourager les gens à continuer à faire des actions sur le terrain parce que c'est là que la différence se crée vraiment. Mais c'est juste, c'était vraiment perturbant parce que tu te dis partout sur la planète, les gens prennent conscience de la nécessité de changer nos modes de vie, lutter contre les changements climatiques, mais aussi, ils sont prêts à faire des gestes. Et là, tu arrives à ce moment-là, puis à cet endroit-là, puis là, c'est comme les États, ils disent non, on ne peut rien faire, on ne fera rien. Puis, fait c'est sûr que c'est décevant. Moi, ce qui m'a aussi affecté... C'est vraiment ça qu'ils disent? On ne fera rien? Ben, en fait, c'est qu'ils remettent ça à plus tard. Puis, c'est pas qu'ils... Puis vous le dire de manière simple, c'est peut-être difficile, là, mais je peux donner des exemples. Tu as certains pays qui sont plus pollueurs que d'autres, on s'entend, comme l'Arabie Saoudite avec tout le pétrole qu'ils ont, la Russie, les États-Unis, la Chine, le Japon, qui envoient des négociateurs à toutes les micro-tables de discussion, puis eux, ils font de l'obstruction procédurale. Autrement dit, ils prennent leur droit de parole, ils posent des questions interminables comme je fais en ce moment, mais qui ne veulent rien dire pour comme occuper du temps, empêcher certains pays de parler, qui sont vraiment en trouble, des pays insulaires, des îles qui vont peut-être disparaître par la montée des eaux. Puis là, tout est témoin de ça. Là. Fait que c'est sûr que ça t'affecte. Puis, mais quand je disais que j'étais affecté par le mouvement de Greta Thunberg, c'est pas elle personnellement, c'est juste le hype qui s'est construit rapidement autour de cette jeune fille-là, qui a fait en sorte qu'il y a plein de leaders qui arrivaient de partout dans le monde, si on peut dire, à la COP, portés par son mouvement. Et fait que des jeunes qui sont... en fait, le mouvement s'appelle Fridays for Future. Fait que, autrement dit, c'est les vendredis pour le futur. Ils font des manifestations tous les vendredis, ils ne vont pas à l'école. Et comme ça se fait au Québec, mais ailleurs aussi. Mais dans le fond, c'est qu'il y avait de ces jeunes-là qui n'avaient peut-être pas une réflexion très profonde sur la nécessité d'inclure les travailleurs miniers ou autres des industries comme nous, chez nous, on connaît, ou également les personnes autochtones. Fait
moi, j'ai vu ça. Ça m'a affecté. Je me dis, on a beaucoup d'espoir en Greta Thunberg, mais son mouvement va peut-être trop vite et est en train de refaire les mêmes structures qu'il faudrait qu'on se départisse. De mieux, parce qu'un des problèmes que je soulignais tantôt, c'est le fait que l'ONU, ça fait 25 ans qu'ils ne prennent pas compte des réalités autochtones. Mais si là, il y a un mouvement dans lequel l'humanité a espoir, là, celui de Greta Thunberg, mais que son propre mouvement, quand l'occasion est là, n'intègre pas très bien les personnes autochtones, bien, pour moi, ça m'affecte, c'est sûr. Et je ne veux pas que les gens retiennent que ce mouvement-là est voué à l'échec, c'est pas ça du tout. C'est juste que dans chaque mouvement, il faut qu'on ait cette réflexion-là. Mais je suis sorti mouvementé un peu, nécessairement, parce que quand je suis arrivé là, puis j'ai été confronté à l'inaction des États, des négociateurs, des diplomates, je me suis dit, je vais me ranger du côté des jeunes. Mais quand j'ai vu que les jeunes faisaient la même affaire que les États, là, j'étais un peu perdu. Fait que c'est pour ça que ça m'a affecté. Mais là, à la fin, c'était beau aussi de voir que justement les Autochtones de partout sur la Terre prenaient le momentum puis allaient pour exiger du respect, finalement. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai sauté dans le tas. Puis quand ça arrive, cette affaire-là, tu penses pas, là, tu y vas. Puis ça a bien fini, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. On le sait, ça fait des centaines d'années qu'ils vivent du colonialisme, puis de la perte de territoire, puis tout ça. Je pense que là, c'est le temps de leur laisser la place pour s'exprimer. Et aussi, le temps de les protéger. Là, la crise du coronavirus fait juste exposer davantage ces peuples-là de partout sur la Terre, chez nous, en Abitibi, mais toutes les autres nations du Québec. On sait, les gardiennes, les gardiens des traditions, de l'histoire des peuples autochtones, c'est les aînés. C'est qui est affecté de manière disproportionnée par la COVID-19? C'est les aînés. Fait que c'est des bibliothèques de savoir ancestral, surtout dans des nations où la tradition orale est tellement importante. Fait que quand je disais que c'est important de les protéger, c'est protéger leur vie à ce niveau-là. Fait que, mais on le sait, là, la rougeole a frappé de manière disproportionnée les Inuits chez nous, mais aussi les histoires d'épidémie ont tué tellement de millions d'Autochtones dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Je pense que c'est le temps là, de les protéger de manière beaucoup plus prononcée que ce qu'on voit en ce moment. Mais c'est pas pour critiquer, là, c'est juste parce qu'il faut qu'on en prenne conscience. Là. Je sens qu'il y a des vrais efforts qui sont mis pour protéger les aînés de partout. Là, puis c'est ça qu'on fait en ce moment. Nous, Kat, on ne mourra pas du coronavirus, mais on reste chez nous pareil. C'est juste pour dire que moi, je sens qu'il y a une réelle urgence à protéger les aînés autochtones, les Anishinaabe, les Inuits, toutes les autres. Fait que, ouais. Ah, puis juste avant cette crise-là du coronavirus, c'était quoi qu'on parlait beaucoup? C'était la crise ferroviaire. Encore une fois, les Autochtones qui s'étaient mobilisés, puis là, ben, justement, on voulait les écouter, puis tout ça, mais là, tout a été tassé, puis là, on n'en parle plus. Bon, en tout cas, je ne sais pas si ça a été calculé, s'il y a des dirigeants qui avaient vu ça venir, puis qui ont dit, là, il faut régler ça vite, puis il faut se parler, là, parce que dans 2 semaines, ça ne sera plus le temps, mais c'est quand même inquiétant, parce que là, justement, il y avait comme une grosse montée, une grosse visibilité, puis là, OK, ouais, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, c'est balayé sur le tapis, puis on n'entend plus parler. Est-ce après la crise du corona, est-ce qu'on va pouvoir reprendre ces discussions-là ou ça va être comme si c'est jamais arrivé? Je sais pas, tu sais. J'ai vraiment l'impression que ça va être comme s'il n'y a rien qui est arrivé. Parce que ouais. moi, je pense qu'on va revenir à la normale plus tôt cet été, plus tard cet été. Mm-hmm. Puis, tu sais, je pense pas qu'on va faire « Ouais, ben là, en février, on était rendu où? » Ouais, c'est ça. Les chemins de fer. C'est quoi nos problèmes qu'on les règle? T'sais? Je pense que tout le monde va faire on les rendu là, puis faut mettre l'énergie pour remettre l'économie en ordre et tout ça. Là, et je pense que ça va être déresponsabilisé. Mais tu parlais à l'ONU, Rodrigue, là, que les jeunes autochtones n'étaient pas écoutés, puis que, encore une fois, ils ont fait des accords sans utiliser cette voie-là autochtone ou sans avoir les propositions
mettons, ancestrale de tous les peuples autochtones au monde. Mais tu sais, si on en regarde au Canada, est-ce que tu penses qu'ils sont plus écoutés qu'ils pouvaient l'être à l'ONU? Tu sais, si au Canada, ils étaient déjà écoutés, ça pourrait être un exemple à l'ONU, tu sais, de donner cette voix-là à ce peuple-là. Là. Ben, c'est tellement une bonne question que tu poses parce que, étonnamment, le Canada, sur la scène mondiale, est le porte-parole de la cause autochtone. C'est d'une absurdité révoltante pour les gens qui connaissent l'histoire coloniale du pays ici et du Québec. Mais oui, quand c'est le temps de parler de droits autochtones, souvent, ben, pas quand c'était l'ère Harper, mais quand c'est Trudeau qui parle, ben, les gens l'écoutent sur la scène internationale parce qu'il est considéré comme un dirigeant qui prend ça en considération de manière marquée. Ceci dit, la société civile là-bas, les gens comme moi qui n'étaient pas du gouvernement, pas des négociateurs, il y avait une volonté vraiment dans la société civile de quand on pouvait s'adresser aux dirigeants du pays, de laisser en priorité les personnes autochtones s'exprimer pour qu'elles puissent être considérées là, dans les négociations menées par le pays. Mais oui, il y a une grande hypocrisie, là, certainement, à ce que le Canada se porte comme le porte-parole de cette cause-là sur la scène nationale s'il n'en fait pas assez chez nous. Ceci dit, c'est pas à moi de dire s'ils en fait assez ou pas, puis s'ils font des bons moves. Là, je ne suis pas autochtone. Cependant, pour revenir vraiment à ta question, moi, je pense que de plus en plus une prise de conscience, par contre, dans la population dans différents mouvements, là, notamment celui environnemental, mais c'est important de mettre ces personnes-là au devant, en fait. Puis des fois, de se tasser, prendre un pas de recul, à place de dire la chose à la place de la personne concernée, de la laisser s'exprimer, c'est la meilleure chose à faire. Fait le Canada ne fait pas abstraction de ça. Puis oui, vous le soulignez, il y avait des beaux moments de solidarité envers les Autochtones de la nation Wet'suwet'en, mais aussi de toutes les autres du pays qu'on pouvait citer au mois de février. Mais il y a eu aussi des choses qui n'ont pas de bon sens qui ont été dites. Puis quand il y a des moments tendus, il y a des gens qui en profitent pour laisser sortir tous leurs préjugés. Je pense qu'on a encore un grand rôle à faire comme non-autochtone pour dessouffler ce ballon-là aussi, qui ressort à chaque fois qu'il y a des événements qui ont lieu. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé à la commission d'enquête, à la commission Vient à Val-d'Or pendant 1 an et demi. Fait que j'ai été aux premières loges pour voir plusieurs témoignages à ce niveau-là. Mais ça a teinté la personne que je suis rendue aujourd'hui, là, c'est sûr. Puis je suis très sensible à ce niveau-là, mais je serais le premier à vous dire d'aller vers ces gens-là. Puis moi, j'ai plein d'artistes autochtones à vous suggérer aussi, si vous voulez en inviter à votre podcast, des gens de Picogan, de partout. Puis vraiment, c'est une belle manière de les mettre de l'avant-plan. Bon, on a Malik qui s'abiche sur notre liste depuis un bout. Il faut vraiment le faire parce que moi, j'ai été dans Moi, je vous raconte avec Malik. Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Avec Christian Leblanc, là, il a pu nous raconter des personnes. Puis aussi la procureure en chef adjoint aussi, qui m'a donné aussi des noms de personnes qui pouvaient être... qu'on pouvait inviter, en fin de compte, puis parler un peu de la réalité autochtone. Pour recevoir un Tribe Called Red, c'est qu'ils sont malades, eux autres. Ouais, c'est bon, ok, ça. Si je les ai vus au FME, ils sont solides, là, ça n'a pas rapport comment c'est bon. Là. Mais c'est cool. Mais à part ça, vous autres, comment vous voyez ça, la sortie de COVID-19 pour l'Abitibi, là, vous pensez qu'on se dirige comment? Ça va être quoi les premiers moves qui vont être faits quand on va sortir un gros party qu'on parlait tantôt, mais les gens, ils vont comment qu'on pourrait dire ça? Parce que là... Je pense que ça va être un party de salive. On va tous se cracher dans les mains, se faire des high-fives. Fuck les mesures sanitaires.
je sais pas, de mon cas, moi, je continue à aller travailler au bureau, fait que c'est weird. J'ai pas l'impression d'être en confinement, là, tant que ça. Je fais juste rien la fin de semaine, puis j'ai rien les soirs. Mais il faut que j'aille au bureau tous les jours, pareil. Fait que pour moi, ma perception du confinement est vraiment étrange. Je m'en rends compte quand je m'en vais au Jean Coutu parce qu'on me demande de me laver les mains. Mais sinon, tu sais, j'obéis aux lois, il faut que je continue à travailler pareil. Fait que je sais pas. Quand ça va arriver, quand ça va être la fin, je pense que le monde va être content de se voir, de se rencontrer. Je pense que les gens vont le faire des soupers. C'est-tu un métier essentiel comme tous les autres, Pierre-Marc? Oui, je suis considéré comme un métier essentiel. Je travaille dans les télécommunications, Mathieu. Ouais. Tu fais les camionneurs sur la route, ça prend des speakers. Je fais du journaliste, fait que il y a juste les petits fonctionnaires comme Benoît qui sont pas essentiels. Oui, ouais, mais Benoît fait du télétravail. Ouais, mais là, je vais vous donner une anecdote là, par rapport à ça. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai changé d'emploi, ça fait 2 semaines. Fait que moi, j'ai commencé ma nouvelle job. Pour la 16e fois cette année. C'est ça, j'ai changé pour un autre ministère. Puis là, je suis arrivé dans le mauvais timing, dans le fond. Ça faisait plusieurs semaines que c'était prévu là, que j'arrive en fonction cette date-là. Mais là, pas longtemps après ça, il y a eu la mesure où ils n'appellent pas encore service essentiel, là, c'est service prioritaire. Mais là, vu que je commençais un peu, ben là, j'ai de la lecture, puis je fais des tâches ici et là. Mais tu sais, mettons, je suis pas à mon plein emploi. Là. Je fais de la lecture. Benoît, il lit des Martines à la plage, Martine non, mais tu sais, il y a beaucoup de choses à lire. Là. Chaque ministère a son fonctionnement, puis il y a beaucoup de trucs à savoir. Mais tu sais, c'est ça. Je suis arrivé dans un mauvais timing pour ça. Fait que, c'est sûr que ma formation va être plus longue. J'arrête pas d'essayer de penser que tu aurais pu travailler genre au truc de 911 en région, puis ça me fait capoter que tu travailles là pendant la crise de la COVID-19. Comment ça a été incroyable ton entrée en poste. Ouais, mais il paraît qu'il y a moins d'appels. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça. Les appels sont moins, mais il doit y avoir une gestion de crise assez importante pareil. Là, mais... Ouais, je sais pas. Mais je sais pas. Moi, pour revenir un peu à ce que tu demandais, Rodrigue, là, tantôt, qu'est-ce qui va arriver après ça? Ça va dépendre un peu de la reprise événementielle. Puis ça va être quoi? Parce que moi, je m'attends que toutes les mesures qui ont été mises en place présentement vont revenir à leur position initiale dans le sens inverse. Là, la région présentement est vraiment fermée. Et, ça va être la première chose qui va être réouverte. Puis après ça, on va avoir peut-être des établissements qui vont réouvrir. Les services, ce ne sera plus un service essentiel, plein emploi. Puis après ça, de plus en plus, on va ouvrir les trucs, permettre les événements. Mais c'est quand? Le quand de cette partie. Est-ce que ça va être début mai? Est-ce que ça va être début juin? Quand on va avoir vraiment tout ouvert. Puis en même temps, toutes les activités événementielles, toutes les activités sociales, présentement, ils peuvent se rencontrer un peu comme aujourd'hui, on fait là, en live. Mais je pense que c'est un grand frein pareil parce que tu veux rejoindre, je sais pas, un propriétaire d'entreprise pour avoir des autorisations. Puis là, c'est plus complexe parce que les contacts, tu peux pas aller dans le commerce pour dire je peux-tu parler au boss? Tu peux pas aller au commerce, puis il n'est pas dans son commerce. Fait que là, c'est plus difficile. Fait que je pense que la reprise événementielle, il y a certains événements qui vont probablement l'avoir correctement, mais ça se peut qu'il y en a que ça va être rushant. Moi, je pense, puis j'espère que ça va être avant ça, mais je pense que les événements vont être fin juin, début juillet, ou peut-être fin juillet, début août. Si on parle juste un peu des extrapolations du retour scolaire qui va être plus tard cet été, où ils pensent juste revenir en août, puis faire graduer le monde. Fait que je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Je ne sais pas. Là, ça va être, je pense que ça va être tough là, d'organiser de quoi pour dire là, on sort, on fait quelque chose. Peut-être qu'il pourrait avoir un genre de un événement, une fin de semaine, événementiel. Tous les événements de la région qui font rien présentement, là, qui sont sur la glace. Là. On parle mettons, de souper de Richelieu, autant de festivals de musique, peu importe quoi, on regroupe tout ça ensemble, on met un budget commun, puis on fait une fin de semaine où tout le monde commence le vendredi, ne se souvient plus de la fin de semaine, puis on se réveille tout le On efface la COVID à grand coup de boisson, finalement, c'est ça. On va faire un hangover. Un rallye, ça serait cool, ça. Non, mais il va sûrement avoir un climat de paranoïa aussi, parce que j'écoutais des spécialistes parler, ils disent que, mec, la première vague s'est réglée. Éventuellement, il va en avoir une deuxième, c'est automatique parce que les restrictions vont s'enlever. Fait que j'ai l'impression que les gens vont quand même être un peu sénères puis ils vont rester.
je pense que ça va laisser quand même une trace sur le long. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'événementiel? Je ne sais pas, mais je pense qu'il va y avoir un impact certain. Mais la deuxième vague risque d'être moins pire dans le sens où là, ce qu'il faut, c'est préparer le milieu de la santé. C'est surtout ça. Parce qu'une fois que le milieu de la santé est prêt à traiter les gens, puis que bon, il y a des cliniques, il y a des dépistages, il y a des traitements qui se font, c'est correct. C'est juste qu'il ne faut pas que tout le monde rentre en même temps, comme on voit actuellement aux États-Unis ou en Europe, tout ça. Je pense que jusqu'à date, ça va. Ouais, c'est ça. Hey, ça, là, Arruda, il est parfait. Là. J'avais écouté le point de presse tantôt quand il faisait aplanir la courbe avec sa main. Là, j'ai fait, et ça va trender, c'est fou, c'est déjà parti. Là. Le directeur de la santé publique, il est parfait. Là. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'on a des bons dirigeants au Québec pour gérer tout ça. Là, je pense que les décisions. Moi, je suis vraiment surpris quand même parce que si on regarde les stats là, du COVID-19 versus le SRAS versus le H1N1, qui a été plus, on va dire, dévastateur techniquement, ou en théorie, le virus est plus méchant. Plus virulent puis plus mortel. Il n'y a pas eu ces mesures-là. Fait que je me demande aujourd'hui pourquoi il y a eu cette je sais pas, ce mouvement populaire-là mondial par rapport à ce virus-là, que quand on le regarde sur une charte, il est dans les moins pires. Je dis pas que c'est pas important, c'est loin de... En fait, c'est parce que c'est sa durée de vie au virus en tant que tel qui est plus longue que les autres. Sur les surfaces, sur les affaires-là. C'est ça qui fait la différence. Vu qu'il reste en vie plus longtemps, il y a plus de monde qui risque de tomber infecté. Fait que, les autres, je sais pas, en dedans d'une heure, c'était mort, mais là, eux autres, c'est quoi? Je me souviens plus, là, je dis des chiffres au hasard, mais 12 heures. Dans l'air, c'est 3 heures, je pense. Une surface sèche, ça peut être 12 à 20 ouais, c'est ça. Fait que, tu vois, c'est la durée de vie du virus sur des corps inertes qui fait que c'est plus dangereux, donc qui nécessite plus un confinement. Ça fait combien de temps, Ben? Et mon Dieu, ça doit faire... Faut que je te pose la question en fin des podcasts. Mais c'est pas la même gestion, hein? Tu ne le vois pas sur ta console? Non, je ne le vois pas sur ma console, là, mais on a commencé à y 5. On a-tu le temps pour l'anecdote de Rammstein? Je suis curieux, j'étais là, moi, ce show-là, en plus. Ah ouais? Ah ouais, j'étais là. J'avais mangé des petits Tylenol le fun, là, mais j'étais là aussi. Non, moi, ce fois-là, j'étais sûr que je mourrais. En tout cas, il y a des affaires que je ne peux pas dire en ligne, là, mais, que je peux dire, j'ai pensé mourir à 2 moments. Je vais vous compter la première fois, puis la deuxième fois, je vais la compter au Fred quand ça va ouvrir. Il y avait tellement de monde, il y avait genre 120 000 personnes, ça n'avait pas de bon sens. Puis moi, je me suis ramassé avec ma gang de chum au premier, dans le parterre, mais dans le temps que le show a commencé, à la deuxième tourne, j'étais pogné à la clôture dans l'avant. Tu sais, je ne suis pas si gros que ça, on va se dire, là, mais je ne suis pas tout petit non plus. Mais j'ai été vraiment, là, genre, je ne pouvais rien faire. J'ai été garoché en avant. Puis là, il y avait 120 000 personnes qui voulaient se rapprocher. Fait que là, c'était fou, là. C'était comme Battle of Bastard là, dans Game of Thrones. Puis, je n'ai pas référence parce que. Puis là, il se fait écraser. Je ne pouvais pas me tasser à gauche, je ne pouvais pas me tasser à droite, ni avant, ni en arrière. La seule manière de me sauver de là, écoute, parce que je ne pouvais pas inspirer de l'air. Je pouvais juste en sortir tellement que le monde, il me pressait de tous les bords. Fait que je n'étais pas capable de respirer. C'est pas parce que j'aimais pas ça, c'est juste que je n'étais pas capable de respirer. Puis là, je disais au gars à côté de toi, je disais, tasse-toi. Il dit, ben, dis-le aux 10 000 personnes à côté de moi. Tu sais, ben, en fait, cette expérience-là que tu as repris pour l'ONU. Oui, c'est quasiment. Puis là, ben, ma manière de m'en sauver, là, c'était quand même pas si pire. Là. C'est genre, je suis juste parti par la voie des airs. Fait que je suis parti en faisant du body surf. Je me suis fait ramasser par un garde de sécurité, puis il m'a sorti. Puis là, j'étais comme dans l'espace entre la scène et les barricades. Fait que j'étais comme à côté sur le chanteur. J'ai eu un eye contact avec lui, avec les flammes en arrière. C'est pour ça que j'étais sûr que j'étais rendu genre en enfer, mais c'était fou. Mais, ouais. Ouais, c'était fou, ce show-là. Mais, ouais, mais moi, écoutez, au niveau culturel, Abitibien, je voyais certains éléments, là, comme c'est sûr que le temps va nous le dire, là, ça c'est certain, mais première affaire, c'est que les gens vont avoir envie de se voir. Fait que, ça va jouer en votre faveur. Ça va être facile d'organiser n'importe quoi. Là, mais
l'autre affaire, comme en plus de ce que tu disais tantôt, clairement pour la crainte des gens d'être en contact, il y a peut-être aussi le facteur que les gens auront peut-être moins d'argent pour les divertissements. Là, si ça fait longtemps pour ça qu'ils payent. Mais ça, c'est une force de l'Abitibi, c'est de proposer des activités peu dispendieuses en s'arrangeant entre nous autres puis en faisant des événements de groupe gratuits ou autres. Là, juste les gens vont avoir envie de se voir. Fait que, vous avez tellement un bon réseau. Moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Là, puis le but, c'est qu'on ait du fun rendu là. Fait que c'est positif. Puis, faut pas attendre jusqu'à ce moment-là. C'est aussi une chance qu'on a d'être plus pour ceux qui sont confinés. Là. Il y en a qui travaillent comme des malades encore pour nous sauver la vie, mais les gens qui sont à la maison, c'est une belle opportunité, je pense, d'apprendre à plus se faire à manger, à être moins dépendant des fast-foods, aussi d'apprendre des passions, genre tricoter, faire de la couture, des affaires, être plus indépendant. Peut-être on a le temps pour ça, là, fait que faisons-le. Puis encore une fois, après ça, ça va juste être favorable pour l'Abitibi qui est, on le sait, la première région à être coupée du reste du Québec. Là. Ils ont choisi l'Abitibi. Si on peut être plus indépendant puis moins dépendant des réseaux multinationaux, là, internationaux, je pense qu'en sortant de cette crise-là, on va être plus fort. Parce que ça soit pour n'importe quelle industrie, minière, agriculture, il faut aller vers ça. J'ai bon espoir. C'est pas évident pour tout le temps. Moi-même, je suis étudiant, je suis seul chez nous. Puis, des fois, on a l'impression de virer fou, mais il y a du positif là-dedans. Il faut voir ça de même. Puis, on va s'en sortir. Là. Puis, ouais, c'est ça. Ben, moi, j'avais une question un peu par rapport à ça. Tu étais en train de finir ton barreau, c'est ça? Oui, parce que moi, dans le fond, je suis revenu en Abitibi en 2017, après mon bac en droit. Je n'ai pas fait mon barreau tout de suite. Puis, je me suis comme donné le temps de décrocher. Mais à ce moment-là, je travaillais pour la commission d'enquête à Val-d'Or. Ouais. Puis, après ça, il y a eu toute l'implication citoyenne pour l'ESCAR, puis aussi face à Gazoduc. Ouais. Ça m'a tenu en région. Puis, mais aussi, j'aime bien la place, fait que c'est normal que je passais plus de temps là. Sauf que cet automne, je sentais que c'était le temps de retourner à l'école. Puis oui, fait que je suis rendu au barreau à Sherbrooke en ce moment. Puis, mais c'est comment l'étude présentement? Là? Y a-t-il des mesures spéciales par rapport au COVID? C'est fou. Là, ce qu'on a traversé les 2 dernières semaines, là, je vous dirais, on n'est pas à plaindre là, parce que quand même, on est privilégié d'étudier dans ce domaine-là, là, toutes les personnes qui sont là-dedans. Puis peu importe ce qui se passe avec la suite, on reste des personnes qui ne sont pas dans le marbre, c'est certain. Là. Mais ils ont tellement niaisé, pas qu'ils ont niaisé, mais ils ne savaient rien, fait qu'ils nous ont juste pas donné de nouvelles. Ils ont dit on suspend les cours pour 2 semaines. Fait ils nous ont plus donné de nouvelles, fait qu'on pensait que les cours étaient arrêtés. Mais 10 jours plus tard, ils nous ont répondu pour dire finalement l'examen il se tient à la même date. Fait qu'on a comme tout 10 jours. Puis là, le monde n'en sait pas d'allure. Fait que là, la direction, en tout cas, ça y a pris une semaine de plus pour nous revenir et dire on vous donne 1 mois de plus. Fait qu'au lieu d'être la fin avril, ça va être fin mai, début juin, l'examen. Mais reste que c'est le strict minimum. Là. On n'a même pas de cours en ligne. On n'a même pas de prof sur Visio, Zoom, n'importe quoi. Là. On est tous chez nous. Puis ils nous ont donné les réponses aux exercices, puis on dit arrangez-vous tout seul, on se revoit à l'examen. Fait que, déjà que le barreau, c'est pas évident comme épreuve intellectuelle. Là, il faut la faire tout seul, confiné dans une période de pandémie mondiale. Je ne sais pas si je m'en sors en réussissant ça, je vais être bien content, mais peu importe le résultat, c'est pas. Dans la vie, il faut être heureux. Là, fait que c'est vraiment ça la priorité. Là. Les gens qui vont sortir du barreau victorieux de tout ça, ils vont pouvoir dire qu'ils ont été meilleurs que tout le monde d'autre. Ils ont fait leur barreau ever. Parce que là, le barreau, c'est quand même un pas pire step. Là. C'est quand même compliqué. Puis il y a des frais de rattacher à ça. Mais là,
Ce que je trouve drôle, c'est que, mettons, je regarde en Europe où eux, l'école n'est pas arrêtée ou pas. Ça dépend des pays, là, mais il y a certains pays que même pour les jeunes qui sont au primaire, il y a un truc, mettons, 3 jours semaine où ils ont des après-midi en visio avec un professeur où ils donnent des devoirs, puis là, vous devez faire ça dans vos temps libres. Fait que là, les professeurs s'assurent que tous les élèves ont accès à la technologie pour pouvoir suivre le professeur. Puis eux, ils travaillent beaucoup là-dessus. Puis là, dans un niveau universitaire, mais on n'est pas capable d'offrir ça avec les professeurs. Puis tu sais, là, on parle, mettons, en droit, tu disais, les personnes habituellement qui sont en droit, ils ont peut-être les moyens, là, mais tu sais, là, je ne veux pas juger, là, mais tu sais, la technologie est là. Puis je pense qu'au Canada, ça devrait être facile d'avoir accès à ça, puis d'avoir un professeur ou un chargé de cours, je ne sais pas comment ça marche à Barreau, mais d'avoir quelqu'un qui est disponible pour dire je vais te donner la matière quand même en vidéo, là, comme on fait là aujourd'hui. Là, ça a pris une journée, puis ça a été sédopé, puis on pourrait le refaire demain, puis après-demain. Ben oui, puis l'affaire avec le Barreau, c'est qu'ils sont un peu dans le trouble parce que il faut qu'ils donnent la même qualité d'enseignement à tout le monde. Puis là, avec les mesures actuelles, d'après moi, il est un peu, passez-moi l'expression, il est un peu fourré parce que quand ils ont essayé de faire une fois une visio, ils ont fait un cours, mais ils ont mis tous les étudiants sur le même lien en même temps. Fait qu'on a comme fait sauter à la bande passante. Puis les gens qui avaient des questions, ils écrivaient une question par message. La prof n'avait pas le temps de les voir, il y en avait genre 10 000. Fait que aucune rétroaction. Fait que là, ils ont dit, tant qu'à donner un enseignement de maths, on va les laisser tout seuls. Tant qu'à donner un enseignement de maths, on leur donnera pas. On va juste rien faire. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une épreuve, là, je ne vous cache pas, mais je relativise ça, puis je me dis, c'est quand même un privilège de pouvoir continuer à étudier. Là. Il y en a qui sont chez eux, ils ne savent pas quoi faire, mais aussi, il y en a qui n'ont pas d'argent qui rentre. Moi, ça va bien, là, je n'irai certainement pas me plaindre de ma situation. Mais c'est un défi de plus. Ça m'occupe aussi. Je suis quand même chanceux. La seule affaire, c'est que je suis coupé de vous autres. Là. Je suis à Sherbrooke jusqu'à ce que François Legault en décide autrement. Fait que on verra bien pour la suite. Mais, ouais. Oh mon Dieu. Mais c'est quand même drôle là, que il n'y a pas eu de. Moi, j'ai remarqué là, depuis le confinement un peu au Québec puis même aux États-Unis où il y a de plus en plus de soit des shows live sur Internet ou des représentations, des discussions. Mettons, Zoom est rendu vraiment utilisé. On fait plein de changements parce qu'ils n'ont pas... ils ne savaient pas qu'il allait y avoir autant de monde qui allait utiliser leur plateforme. Mais je ne comprends pas que le niveau, mettons, universitaire... Je peux comprendre le primaire, c'est différent. Là, de mettre des enfants devant des écrans pour apprendre. En tout cas, je ne sais pas. Le niveau est peut-être pas difficile, pas pareil, là, mais de faire un cours un peu avec Zoom, là, d'avoir ton professeur, je ne sais pas comment vous êtes dans une classe là-bas, mais mettons vous êtes 30, 40 personnes. C'est facile d'avoir cette conversation-là, puis pour avoir 2000 élèves, là, puis que la professeure est capable de prendre le temps. Puis... En tout cas, j'espère juste que tu vas pouvoir, si, mettons, tu ne réussis pas ton examen, tu pourras mettre ça pour dire « je ne veux pas payer les frais supplémentaires ». Écoute, on verra rendu là, peut-être que tous les scénarios sont sur la table. Puis moi, je veux dire, avant de retourner au barreau, l'échelle personnelle de ma vie, j'étais très heureux quand même. J'arrivais à gagner ma vie. C'est pas pour moi, je suis conscient que c'est pas la seule voie du bonheur là, en ce qui me concerne. Je suis en ce moment chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, à la faculté de droit, sans même être avocat. Même ça, c'est possible. Là, fait que il n'y a pas de trouble. Puis dans l'implication citoyenne, justement, tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour le faire. C'est sûr que ça change peut-être un certain niveau, mais je suis pas... la carrière est un peu mise en veilleuse. De toute manière, en revenant aux études, tu ne sais pas où est-ce que tu t'enlignes trop après. Il y en a qui ont un agenda très défini, mais pour ma part, je me laisse toutes les portes ouvertes. Fait que, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Là. C'est juste que, comme tu l'as dit, c'est une belle épreuve, là, le barreau. Là. Fait que, ça m'occupe. C'est juste ça. Mais je me tiens au courant quand même de ce qui se passe en Abitibi. Là, que je sois chez nous enfermé à Amos ou à Sherbrooke, quand tu es plugué aux nouvelles avec tes amis aussi,
ça va peut-être pas une grosse différence, là. C'est sûr que pour le printemps, par contre, le printemps à Sherbrooke est un petit peu plus clément là, que l'Abitibi. Dure un mois de moins, là, si on peut dire. Ouais, nous autres, on ne s'est pas promené en Bessic aujourd'hui. Non. Juste pour te dire. Les feuilles sont sur le bord de sortir ici quasiment. Là, fait qu'on va peut-être plus en profiter de ce côté-là. Cool. Hey, c'est tout ça qui met un terme à ce premier Twitch. Ouais, on a un commentaire qui dit que l'appropriation culturelle devrait inviter Roderick Turgeon le 29 mars à toutes les années. On pourrait faire une tradition comme ça. Ça tombe un lundi l'année prochaine. On va se revoir à toutes les années. On va faire le follow-up sur nos projets à chaque fois. Ça va être parfait. C'est bon, ça. Ben, merci beaucoup, Roderick, de t'être joint avec nous en ce dimanche. Yes, c'est vraiment cool, la gang. Fait que prenez soin de vous autres, puis du reste de l'Abitibi. Ça va bien aller. Puis salut à tout le monde qui est chez nous. Puis profitez de la nature, là, c'est le temps de le faire plus que jamais. Fait que, ouais. Ben, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Si vous avez des commentaires, partagez. On va mettre la vidéo. Il va y avoir la vidéo. On va sûrement le mettre aussi sur YouTube là, si c'est possible. On verra. On travaille là-dessus parce que justement, là, c'est cool. On parce que va d'habitude... avoir la conversation aussi en balado. Oui. On va remettre le podcast aussi que dans nos voix naturelles aussi. Puis merci beaucoup. C'est rare. D'habitude, on est comme 4 autour de la table, on jase. Là, il y avait toujours comme une quinzaine de personnes de plus. Fait que c'est bien spécial. C'est stressant. Merci. Et merci à tout le monde. Fait que si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, likez notre page, partez ça avec tous vos amis. Merci à Médiaté. Merci à Technicommunication. Merci à Hydro-Québec pour le courant, toujours présent pour nous autres. Merci beaucoup. Salut, ciao. Salut,